Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Salut Laurent, comment vas-tu ? Salut à tous, très bien, pour aborder un sujet incroyable aujourd'hui. Avec un titre qui, je l'espère, va ravir nos formateurs techniques, c'est la formation technique, ça sert à rien. Alors c'est un titre un peu aguicheur. Moi qui ai fait beaucoup de formations techniques par le passé, j'ai géré une équipe de formation technique pendant 6 ans, je me suis aperçu que quand même on faisait un peu n'importe quoi. Et alors je jette pas la pierre à mes collègues parce que je faisais partie du problème. Et je vais encore vous rabâcher mon secteur préféré, le matériel agricole, où en gros le problème auquel je suis confronté, c'est que on a une technologie qui est de plus en plus compliquée, et la formation technique, je trouve qu'on l'adapte pas à la complexité pour beaucoup de problèmes. Je vais vous en donner plein, mais en gros le problème de base, c'est que une semaine de 4 jours de formation technique, 32 heures, 28, 32 heures selon les horaires que chacun y met, pour apprendre sur une boîte de vitesse, son diagnostic, l'hydraulique qui va avec, le freinage, et puis utiliser aussi l'outil de diagnostic qu'on peut brancher. Enfin, ça fait énormément de choses à absorber. Et là, on parle que d'une partie du véhicule. On parle pas du moteur, de la cabine, de la conduite, du GPS, de tout ce que on peut mettre derrière, ni même que tout ce que quelqu'un qui fait du SAV dans le matériel agricole chez un concessionnaire peut avoir, donc tout ce qui va s'accrocher derrière le véhicule. Bref, comment c'est possible humainement d'absorber autant de connaissances ? Pour moi, on fait une énorme erreur. Et je suis content aujourd'hui, parce que c'est mon sujet préféré, et je le balance à Laurent, savoir qu'est-ce qu'il peut nous dire de tout ça. Est-ce que tu as une solution magique, toi ? Baguette magique, on aimerait bien tous l'avoir sur tous les sujets qu'on aborde, en fait, quand on regarde de près. Mais non, il n'y a pas de baguette magique. En revanche, il y a des questions à se poser. Parce que finalement, tout ce que tu soulèves, là, c'est incroyablement répété sur le marché dans tous les secteurs d'activité. C'est in fine, pourquoi est-ce qu'on forme les équipes techniques à de la technique pour s'apercevoir qu'à la fin, ils ont retenu pas grand-chose et ils vont se débrouiller sur le terrain après pour essayer de remonter le niveau, d'arriver à la bonne hauteur, et c'est en faisant qu'ils vont y arriver. Plus ou moins. Mais pourquoi on a investi des jours, des interventions de formateurs sur X technologies, et on a passé du temps, et puis derrière, on a très peu de résultats. Et c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on forme techniquement nos experts techniques ? Moi j'ai la réponse, Ouais. qui est vraiment bête et méchante. C'est que c'est simple, on a il me semble que c'est les OPCO, si ça s'appelle encore comme ça. C'est que l'opération, elle est nulle pour tout le monde, parce que c'est financé par les organismes de formation, donc tout le monde est content de venir en formation parce que ça coûte pas d'argent en plus. Ça fait sortir les techniciens, ça les occupe un peu. S'ils sont pas contents, ils vont faire un tour à l'hôtel, c'est cool. Ils reviennent. Le truc dont ils se souviennent, c'était la soirée au resto juste avant la fin. Et voilà, on est content. Le concess n'a pas perdu d'argent, le constructeur non plus, et puis on recommence l'année d'après. Ok, donc en fait la formation comme un team building, quoi. On a réuni les gars, ils passent un bon moment, c'est plus ou moins financé et top, on est content. Alors moi, ça, le problème. Je fais exprès pour vous titiller, mais je pense que si on était dans un monde où on mettait 2000 € par jour sur la table par personne qu'on formait, le problème on l'aurait plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est toujours pareil, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, ou si ça nous coûte pas trop cher, on n'y regarde pas. Ouais. Alors en fait, quand on regarde, si on va juste sur la question des coûts, il n'y a pas que le coût qui est pris en charge par l'OPCO, le coût du formateur ou de la formatrice, les coûts pédagogiques, on va dire, et peut-être une partie du déplacement, une partie parfois aussi du temps des personnes, mais il y a quand même tout le temps pris où les personnes sont immobilisées, les techniciens sont immobilisés pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, plus les frais de déplacement, plus tout le travail qui n'est pas fait pendant ce temps-là, tout ce qui ne se fait pas, plus tous les coûts de préparation, d'organisation, de logistique, tout ça, en fait, ça finit par faire des budgets assez significatifs selon la taille de l'entreprise. Et donc, la formation coûte
toujours, même si une grande partie est prise en charge parfois. Donc c'est cet aspect-là, je l'entends, et ça a été parfois, je pense, une grande réalité. Je pense que les choses évoluent un peu, et surtout que on s'y prend pas forcément tout à fait de la bonne manière, parce que on laisse pas assez de place aux ressources humaines dans cette histoire. Ou parfois on leur laisse trop de place selon les entreprises et selon les problèmes. Je m'explique. On a en général dans les ressources humaines des personnes qui sont très compétentes quant à la construction de plans de formation, à l'organisation des formations, à la définition des besoins. Mais quand on regarde comment les formations techniques sont le plus souvent organisées, c'est en général les personnes techniques, les gens du SAV principalement, qui ont des besoins, qui vont dire on a besoin qu'un tel monte en compétences électriques, hydrauliques, pneumatiques, sur cette gamme de produits, sur cette gamme de sous-ensembles, etc. Sur cette technologie. Et ça s'arrête à peu près là, la conversation. Je te dis quels sont les besoins, tu me trouves quelqu'un qui sait le faire, et on met tout ça en place. Là, on a un problème. Parce que le point de départ, c'est que je pose à tout le monde, c'est est-ce que chaque responsable SAV a une connaissance extrêmement pointue des niveaux des différentes personnes sur toutes les compétences techniques nécessaires pour faire le job. Est-ce qu'il y a une cartographie existante qui est claire et qui définit clairement les niveaux? Un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, qu'est-ce que c'est? Que veut dire un niveau 1 en électrique sur tel genre de machine? Que veut dire un niveau 5, 4 ou 3 sur des compétences en automatisme, sur telle typologie d'automate, sur telle typologie de système? Et est-ce que ça existe? Parce que si ça n'existe pas, on part à l'aveuglette. On construit avec ce qu'on a observé, ce qu'on a ressenti, ce que certains autres de l'entreprise disent, ce que certains clients nous disent, et on bricole en fait quelque chose qui ne correspond pas forcément précisément aux besoins des uns et des autres. Mmh. Deuxième problème qui vient se greffer là-dessus, c'est qu'on fait une formation pour tous, la même. Or, évidemment que dans mon équipe, ils sont pas tous au même niveau, aux mêmes endroits. Il y a évidemment tout un tas de différences, tout un tas de subtilités qu'il est compliqué d'évaluer si je n'ai pas mis en place quelque chose pour le faire. Donc cette question de cartographie des compétences est absolument nécessaire, et souvent les ressources humaines sont un super point d'appui pour y arriver. Donc là, est-ce que le SAV fonctionne bien avec son service RH d'une manière générale? Est-ce que on a l'habitude de faire des choses ensemble ou pas? Et comment on le fait? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que les RH comprennent ce que le SAV attend? Est-ce que le SAV comprend les contraintes de la RH? Donc on revient un petit peu sur les questions qu'on avait soulevées entre les interservices. Mais c'est vraiment le point de départ, parce que souvent on se lance dans les choses sans avoir une idée claire de d'où on part. C'est souvent ça le point de départ. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette question de cartographie. Après, une fois qu'on a posé ça, eh bien, si on a une idée claire de ce qu'on doit aller chercher comme compétences, on les trouve où? Auprès de qui? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est en externe? Est-ce que c'est en partie en interne, en partie en externe? Est-ce que pour certaines compétences, on a 3-4 experts dans l'entreprise qui pourraient très très bien fonctionner avec nos gars et les monter en compétences en leur faisant faire? Est-ce qu'il faut absolument aller chercher quelqu'un en externe, que ce soit, alors si je suis concessionnaire ou distributeur, auprès du fabricant, que ce soit auprès d'un prestataire extérieur qui est très spécialisé sur telle et telle technologie, que ce soit auprès d'un fournisseur, si c'est par exemple si on parle des automates, est-ce que je vais aller voir un des fournisseurs d'automates qui va, lui, me proposer ses formations, etc., etc. On en a toujours pour son argent. C'est-à-dire que si j'ai mal défini les besoins, que j'ai tiré les coûts en bas, au plus bas possible, et que j'ai minimisé les temps, je peux être absolument certain que je suis en train de dépenser de l'argent pour rien. Ça ne servira à pas grand-chose. Mes gars vont revenir avec 10% de savoir en plus, et c'est tout. Alors, je suis un peu caricatural quand je dis ça, mais c'est vraiment, vraiment un sujet. Quand je forme beaucoup de gens en dehors de la technique, je vais les former sur des questions relationnelles ou autres, ou managériales, et souvent, une des discussions que j'ai avec les services RH ou avec les dirigeants, c'est de bien déterminer le temps nécessaire pour assurer la montée en compétences réelles au bon endroit. Parce qu'il faut du temps.
Lorsqu'on discutait, tu me disais que on prend souvent l'exemple de la formation à la conduite automobile. Okay, on dit que pour que quelqu'un soit formé, en général, en moyenne, c'est à peu près 20 heures. Il y a 20 heures de pratique. 20 heures de pratique. Et nos gars, sur des machines beaucoup plus complexes, sur des technologies beaucoup plus complexes, on va les former en 2 heures, 3 heures de pratique et 10, 15, 20 heures de théorie. Oui, soyons pas surpris que ça fonctionne pas très bien, hein, parce que ça ne peut pas. Nous sommes les humains, nous sommes des animaux qui avons besoin de pratiquer pour appréhender une technique, une technologie. On a besoin de faire. Donc, s'il y a 12 personnes devant un écran qui regardent une formation, qu'on leur explique toute la théorie, et qu'ensuite on les met par groupe de 5, de 6, de 8 devant une machine où il y en a un ou deux qui pratiquent, ne soyez pas surpris que tous les autres retiennent presque rien. Sachant en plus que vous avez des phénomènes d'ego qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que là aussi, nous sommes des humains, et quand on vient nous titiller sur nos compétences, c'est pas simple, c'est pas facile de se remettre en question, de dire non, mais effectivement, peut-être que je ne sais pas si bien faire que ça, alors que j'ai l'impression de bien faire. Mais si j'ai bien fait mon travail de cartographie au départ, et que j'ai bien travaillé avec les équipes pour bien comprendre où elles en sont, normalement, ce sujet-là disparaît. Mais il reste quand même dans la balance au moment de la transmission. Donc ça, c'est des questions qui ont un enjeu très très important pour la réussite à la fin de la montée en compétences. Et puis peut-être que je vais mettre un petit chapeau pour englober tout ça avant d'aller un peu plus dans le détail, c'est que qu'est-ce qu'on va obtenir quand on forme les gars? On veut quoi en fait? On les forme. Pourquoi? Parce qu'on a des plaintes, parce que on voit bien que ils rament quand ils vont sur certaines machines, parce que ils sursollicitent notre expert interne et que du coup il sait plus où donner de la tête, il est sous l'eau. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui nous amène à vouloir former nos gars? Eh bien ça, c'est une question très importante parce qu'elle va raconter une partie de nos dysfonctionnements internes. Donc en creusant bien, on va peut-être aussi identifier des sujets qui ne sont pas liés qu'à la formation, mais à nos processus. Et que peut-être certains de nos processus aussi ont besoin d'être mis en cause pour que la formation porte ses fruits. C'est pas seulement une question de compétence. Et ça, c'est assez fréquent. C'est sûr. Et quand tu parles de la cartographie, ça a du sens. Ça, alors moi, je l'ai su qu'à la fin de ma carrière de formateur. Et je vais faire le lien de comment c'est possible. Mais je pense que si là on parle du matériel agricole, encore une fois, désolé, mais je pense que ne pas être dans le faux, si je dis que la majorité fonctionne comme ça, il n'y a pas de cartographie même en interne, ou alors très peu, ou pas détaillée. Et ouais, et c'est extrêmement dur aussi. Moi, j'avais pensé à ça, de dire, il faut qu'on fasse une préévaluation pour placer les gens au bon niveau. Parce que t'arrivais dans la salle, t'avais 12 personnes devant toi, t'en avais un, c'était un king, il savait tout, donc soit il pourrissait le truc parce que à chaque fois il avait réponse à tout, ou soit au bout d'un moment il se mettait à dormir. T'en avais un autre qui était vraiment au ras des pâquerettes, et lui, du coup, il était à la bonne place, et t'avais un ventre mou, une grosse majorité de ventre mou. Et à la fin, en fait, personne n'était content parce que soit le gars qui savait tout avait pourri la formation, soit le mec qui savait rien, on s'était mis à son niveau et du coup, on raclait vers le bas et tous les mecs s'emmerdaient, ou soit on se mettait dans le ventre mou. Et alors là, c'était encore pire parce que ça générait un maximum de mécontentement. Mais encore une fois, c'est tellement habituel de faire ça et on remet rien en cause que voilà, on fait ça depuis tellement longtemps, ça tourne. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, même les gens qui faisaient la formation, ils étaient pas formés pour former. Parce que former, c'est un métier. On a des profs dans les écoles et tout. Vous pouvez en dire tout le mal que vous voulez, mais les gens-là, ils vont à l'école pour pouvoir apprendre des choses à des gens. Moi et mon équipe, en 6 ans, on avait fait 2 formations, je sais même pas si elles duraient une journée, des formations de formateurs, on appelait ça. Comment on parle, comment on présente nos contenus, comment on gère une salle. Enfin, 2 fois en 6 ans, c'est rien du tout. Il y a ça, et du coup, comment tu veux, c'est là où je fais le lien avec la cartographie, tu sais même pas former correctement, comment tu veux faire une cartographie pour évaluer les gens. Et après, comment t'évalues, c'est toujours pareil. Si tu voulais mettre une préévaluation en place, mais comment tu gères ça, quoi? C'est super dur à évaluer les gens. Faut le faire en face à face. Un questionnaire, on avait fait un questionnaire, mais le questionnaire,
t'as 20 sur 20, t'as 0 sur 20. Est-ce que ça dit vraiment que t'es nul? Enfin, le truc est interminable, quoi. C'est un certain casse-tête. Évaluer est un certain casse-tête, mais tout dépend de la culture de l'entreprise. Si l'entreprise a déjà une culture d'évaluation des compétences, d'une manière générale, dans l'entreprise, notamment à travers déjà toutes les activités de l'année et les entretiens annuels ou les entretiens de professionnalisation, si on fait ce travail-là et qu'on a cette culture-là d'évaluer les gens, non pas pour les classer et les juger, mais pour voir d'où ils partent et comment on peut les accompagner, hein, on est bien d'accord, c'est bien ça l'enjeu. Eh bien, quand il y a cette culture-là, c'est un peu plus simple. Mais comme dans une grande majorité d'entreprises, cette culture-là est peu ou pas développée, la connaissance exacte des compétences de chacun est assez faible, et donc on fait des grandes masses. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le deuxième point que tu soulèves, c'est que quand on fait de la formation, que ce soit en distanciel ou en présentiel, on a besoin d'avoir un formateur qui est de la pédagogie. Ce ne sont pas les outils qui vont nous permettre de faire des formations de qualité, c'est la pédagogie. C'est la capacité, à construire un contenu qui soit absorbable par les autres. Donc c'est pas parce que je suis un super expert technique que je sais transmettre, pas du tout. Ça s'apprend, la capacité à transmettre, hein, ça s'appelle la pédagogie. Et 2, c'est ma capacité à m'adapter aux personnes qui sont en face de moi. Si j'ai 8 personnes, j'ai 8 personnes qui ont des niveaux différents, forcément. Donc, comment je vais apporter à chacun le niveau de formation qui lui est nécessaire pour qu'il puisse passer un cap. Ça c'est aussi au formateur. Ça part du travail en amont, comment on a préparé la formation, quelles informations on a sur les types qui doivent être formés, les objectifs qu'on veut atteindre, le niveau qu'on cherche à atteindre en sortie, comment on l'a évolué à l'avant, comment on va l'évaluer après. Mais c'est aussi de sortir du schéma de la formation one shot. C'est pas parce qu'on explique les choses une fois aux gens qu'ils savent. Non, ça n'existe quasiment pas. On a besoin de répéter. La formation, c'est de la répétition. L'apprentissage, c'est de la répétition. On le sait tous, on est allé à l'école. On sait bien qu'il y a une répétition sans arrêt des mêmes sujets sous des angles différents, à des moments différents, donc avec des informations complémentaires sur le même sujet, au fur et à mesure qu'on avance dans nos compétences. Donc, sans répétition, la probabilité que le contenu s'ancre est assez faible. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'on a décidé que sur telle technologie, on allait les former 3 jours et puis c'est bon? Eh bien, si c'est ça le point de départ, c'est déjà perdu d'avance. C'est déjà perdu d'avance. La question, c'est, oui, il va falloir une formation initiale sur laquelle on va apporter un certain nombre de contenus collectifs. Et ensuite, comment on personnalise pour chacun la suite, le suivi, le pilotage? Est-ce que notre formateur va revenir? Est-ce qu'on a un interne, quelqu'un qui va prendre le relais? Est-ce qu'on a construit un peu de e-learning, donc des petites séquences vidéo qui vont venir apporter un contenu spécifique et qui va venir compléter ce qui a été dit ou le rappeler sous une autre forme? Est-ce qu'on a d'autres supports, des supports de documents qui rappellent les éléments clés? Est-ce que les documents des fournisseurs de technologie, que ce soit le fabricant ou que ce soit le fabricant d'automates, que ce soit le fabricant de tel ou tel sous-ensemble, est-ce que les documents sont clairs, sont lisibles, sont compréhensibles, sont accessibles à tous, dans le langage utilisé, dans les schémas, tous les graphiques? Est-ce que tout ça, ça existe ou ça n'existe pas? Donc, quels sont tous les supports, toute la matière qu'on a à disposition qui va venir nous permettre de continuer dans le temps, d'installer les choses? Est-ce qu'on va décider de créer des binômes avec un qui est plus fort que l'autre sur telle et telle compétence et qui va l'aider à monter? Est-ce qu'on a pensé à ce genre-là de suivi, de suite à donner? Est-ce que on s'est posé la question d'avoir peut-être un tuteur, un référent interne qui va être accessible, mais pas un pour 300 personnes. C'est un pour quelques personnes. Parce que sinon, on va le mettre en difficulté. Et ainsi de suite, tu vois. C'est comment on pense la formation comme un processus et non pas comme une action une fois. C'est souvent d'ailleurs, c'était une obligation. C'est dans le standard concessionnaire. Ouais. Tu dois passer, t'as 10 techniciens, il y en a 8 par an qui doivent faire 2 heures de formation. Et du côté constructeur, c'était, t'as 12 personnes, faut qu'on regarde le taux de remplissage, et puis ça te fait 300 personnes à l'année. C'est ça ton objectif. Mais moi, ce qui m'agaçait dans tout ça, la façon de faire la formation, c'est qu'il y a aucune mesure de l'efficacité de la formation, quoi. Ouais. Alors ça, moi, je trouvais ça extraordinaire. On mesurait qui venait, combien de temps, machin.
ce que je disais toujours, je l'ai dit à mon chef une fois, ça l'a vraiment agacé, mais on peut boire l'apéro pendant 4 jours, tu serais content, tu t'y verrais que du feu. Parce que, il y avait 12 personnes, elles ont fait leurs 8 heures de formation, ils ont fait le test en entrée, le test en sortie, ils ont eu des bonnes notes, et les mecs, en plus, ils ont fait l'assessment, l'évaluation, ils étaient contents, parce qu'on leur a payé des coups toute la journée. Voilà. Et est-ce que la formation était efficace? Personne ne savait le dire. Et même moi, je sais même pas comment on peut mesurer l'efficacité d'une formation. J'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens. Ça me paraît ultra compliqué, quoi. Alors en fait, ça paraît compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Ça dépend sur quelle compétence. C'est très compliqué d'évaluer une compétence relationnelle parce que on peut pas poser un critère extrêmement mesurable, en tout cas un indice, un chiffre. Hein, ça va être une évaluation subjective sur la qualité de la relation. On va voir, qu'on va observer, c'est-à-dire qu'on va accompagner une personne et puis on va voir comment elle se débrouille dans ses relations avec les autres, quand il y a de la tension, quand il n'y en a pas. Là où c'est un peu plus facile, quand c'est de la formation technique, hein, qui est le sujet là qui nous intéresse, on peut déterminer si une personne est montée en compétence ou pas, à condition de s'être inscrit dans une trajectoire, dans une logique de parcours. Si on fait du one shot, effectivement, c'est pas parce que je sais répondre à un questionnaire à la fin de la formation sur un certain nombre de données techniques que je suis bon. Pas du tout. Ça veut dire que j'ai compris la théorie, mais la pratique c'est un autre sujet. Donc la pratique, elle se vérifie sur le terrain, elle se vérifie pas ailleurs, c'est le seul endroit. Donc comment, à un moment donné, j'accompagne les personnes formées avec quelqu'un d'autre qui sait mieux que ces personnes-là, hein, sur une compétence technique, pour les observer, pour observer comment elles font, ce qu'elles font, comment elles se débrouillent. Et là, je peux dire, OK, niveau 1 passé, on passe au niveau 2. Niveau 2 passé, on passe au niveau 3. Et ainsi de suite. Donc, on peut très bien le structurer. Ça devient compliqué si on ne le structure pas, si on laisse faire. Là, d'accord, effectivement, dans une grosse masse d'informations qui ont été données, lesquelles ont été acquises, c'est extrêmement complexe. Alors que si je pose clairement mes niveaux, je sais ce que veut dire un niveau 1 en hydraulique, qu'est-ce que j'attends. Eh bien, devant une problématique hydraulique, je vais voir si mon technicien s'en sort et comment il s'en sort. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que dans les formations techniques, elles doivent être toutes liées au niveau de prestation que l'on veut vis-à-vis de nos clients. Tout ça, ça doit toujours s'inscrire dans notre stratégie service. Est-ce que on est un service premium ou est-ce qu'on est un service bas de gamme? Selon si on est en haut ou en bas, ben évidemment qu'on va pas investir de la même manière dans les formations et que la formation n'aura pas le même niveau d'importance. Si je veux être un service de qualité, plutôt premium, il est évident que dans mes budgets, je dois intégrer l'investissement en formation. Parce que je vais devoir piloter la montée en compétences. Je dois avoir la main dessus. C'est pas un truc que je dois subir. Et dans un monde où les techniciens sont assez difficiles à trouver, hein, des techniciens compétents, on en trouve de moins en moins, parce qu'ils sont tous pris, hein, et qu'il n'en sort pas assez des écoles. Donc la question c'est comment je vais avoir une hybridation des techniciens très expérimentés, des techniciens très peu expérimentés. Comment j'ai construit des parcours de formation qui permettent d'aller relativement vite dans la montée en compétences, mais sachant que ça prendra quand même du temps. Et c'est donc un investissement. Je le répète souvent, hein, quand on parle de formation, la formation, c'est pas un coût, c'est un investissement. Et ça doit être piloté comme un investissement. Avec la difficulté, comme tu le soulignais, du retour sur investissement, comment je le mesure. Je ne peux pas le mesurer que financièrement, parce qu'il y a plein d'endroits où je vais passer à côté, mais je peux, dans une logique de parcours, mesurer les évolutions. Et donc, je vais avoir des retours clients sur les évolutions. Je vais bien voir si les clients sont de plus en plus satisfaits parce que on répare plus vite, on répare mieux, on installe mieux, on entretient mieux. Ça, je vais le voir dans mes chiffres. Hein, dans mes indicateurs de pilotage du service, je vais le voir. Donc, je vais voir que mes gars montent en compétences. Mais tu dis c'est plus facile qu'il n'y paraît. Je veux aller vérifier la connaissance d'une personne qui est passée en formation. Faut que j'aille avec lui sur le terrain alors. Bien sûr. Enfin, moi responsable SAV, ou un de mes experts, un de ceux qui sait, et qui va aller valider, bien sûr. Alors ça, bien sûr, moi j'avais déjà pensé, mais on est dans un monde où, comme tu l'as dit, on a du mal à trouver des techniciens. Ça me paraît utopique d'aller vérifier la connaissance de chaque personne. Je crois que nous, le centre de formation concession, il brassait 1200 personnes par an, un truc comme ça. Donc
comment est-ce possible d'aller derrière chaque personne vérifier leurs connaissances? Et rajoute à ça, moi, il y a un truc qui m'avait choqué un jour. J'avais j'étais responsable de faire les contenus de formation au niveau Europe, et après, toute l'Europe les utilisait pour les concessionnaires. Et donc, j'étais aussi responsable de faire le programme de formation. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai éclaté le programme de formation pour découper les sujets. Et il y a un gars, il est venu me voir, il a dit, mais de toute façon, les mecs en concession, ils restent 5 ans. Là, si je regarde ton truc, si je veux faire le parcours pour devenir technicien expert, j'en ai pour 12 ans. Ça marchera jamais, ton truc. T'es obligé de le compresser. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as le manque de main-d'œuvre, t'as le temps aussi, parce que le temps de faire le parcours, ça allait pas. Alors, pour moi, c'était pas une excuse, mais bon, ok. Et puis aussi, faut répéter, je suis d'accord avec toi, mais les mecs, ils peuvent pas venir, quand ils venaient 2 semaines en formation, c'était des beaux scores, tu vois. Donc tout ça, tu vois, ce que je veux dire, c'est que je pense que la majorité, on est d'accord avec ce que tu dis, mais dans les faits, est-ce que c'est applicable? C'est chaud. Oui, hein. ça l'est, mais il faut le penser un petit poil différemment. C'est-à-dire que bien sûr que je ne peux pas vérifier chacune des compétences de chacun de mes gars. Je peux pas envoyer mes gars 12 semaines en formation chaque année, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils travaillent, qu'ils répondent aux attentes des clients, que je puisse facturer des prestations. Évidemment, bien évidemment, sinon mon service ne va pas être rentable, mes clients vont pas être satisfaits. Enfin, je réponds pas à la règle première du SAV, qui est de satisfaire les clients, de résoudre les problèmes, de faire en sorte que les machines fonctionnent à minima. Donc le job, ça va être de se dire, et c'est pour ça que j'ai parlé et de retour sur investissement et de cartographie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans toute ma cartographie de compétences, il y a des compétences clés. Il y a des seuils, il y a des compétences majeures, qui sont un peu des révélateurs de quand cette compétence-là est acquise, les autres qui sont derrière sont acquises. Eh bien, c'est ce travail-là qu'il faut avoir fait en amont pour être très efficace après. Quand j'ai une lecture très claire de l'assemblage des éléments techniques nécessaires qui me permettront d'identifier ces compétences clés et à quel endroit là on bascule et on passe à autre chose, et bien du coup je ne vais contrôler que ça. C'est-à-dire, je vais venir vérifier que certains moments, que sur certains équipements. Ensuite, il y a la façon de le faire. Je vais le faire en utilisant les personnes que j'ai en interne. Je peux utiliser éventuellement des prestataires externes selon mon organisation. Je peux faire des choses en atelier, c'est-à-dire que quand une machine vient, je vais faire revenir peut-être tel et tel technicien pour voir comment il se débrouille. Donc je vais utiliser en fait ma vraie vie. Où sont les machines, comment elles bougent, qu'est-ce qui vient chez nous, qu'est-ce qui repart, et construire un plan où je vais en fait piloter l'évolution. Je vais voir comment les évolutions sont passées. Tout ça, ça se prépare en fait. Mais ça part de cette notion de cartographie. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que si ça c'est pas fait, tout le reste est compliqué. Tout semble impossible. Alors que si c'est fait et que, tu vois, je parle de la cartographie un peu comme les indicateurs. On peut avoir plein d'indicateurs dans les SAV, on peut avoir plein d'indicateurs commerciaux, on peut avoir plein d'indicateurs dans toutes nos divisions, toutes nos activités. Quand on veut piloter, on s'intéresse pas à tous les indicateurs parce que c'est humainement pas gérable, mais on va choisir des indicateurs clés. C'est-à-dire des indicateurs qui, si ils bougent, on sait derrière toute la chaîne que ça concerne et tous les autres indicateurs qu'il faut peut-être aller regarder pour creuser le sujet. Mais c'est un peu la même chose avec les compétences. Quelles sont sur mon équipe à moi les compétences clés qui me font dire que là il y a un seuil technique qui est passé et que maintenant sur cet ensemble, ce gros ensemble là, il est compétent, il tient la route, elle est compétente, elle tient la route. C'est vrai que, encore une fois, comme tu avais déjà dit, je sais plus de quel sujet on parlait, mais on pense toujours aux techniciens, aux responsables SAV pour faire... là, on parle du job de vérification. Je crois qu'on parlait de la satisfaction client. En fait, on peut étendre. En fait, il n'y a pas que eux qui peuvent aller vérifier les connaissances. On pourrait trouver d'autres personnes, l'inspecteur technique du constructeur, un mécanicien référent qui a beaucoup d'expérience. Et oui, on peut. En fait, si on se creuse un peu la tête, on peut trouver la façon d'aller vérifier peut-être pas 1200 personnes, mais au moins la moitié déjà la première année, quoi. C'est vrai, tout est possible. Tout en tenant compte des contraintes de temps qu'on a, parce que effectivement, la contrainte de temps que tu soulignes, elle est très très importante. Hein. Bien évidemment que on sait que la montée en compétences doit être rapide parce que les clients sont exigeants et ils attendent que le technicien ou la technicienne que j'envoie soit à la hauteur. Ça c'est clair. Hein. C'est technicien du SAV, tu dois être à la hauteur. Il n'y a pas de discussion.
pour pouvoir augmenter la perception de qualité et donc avoir des couches relationnelles, des couches comportementales, il faut que la base technique soit non discutable. C'est le basique. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Le client va vraiment hurler et il aura raison. Donc on a cette question-là de monter en compétences rapide. On a la question du fait que les personnes ne vont pas forcément rester longtemps dans une entreprise. Okay, la notion de seniorité, elle est de plus en plus difficile. On sait que les personnes peuvent switcher assez rapidement. Hein, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça y est, ils s'en vont. Et donc moi j'ai investi. Il me faut un peu de retour sur investissement. À un moment donné, il faut quand même que tout ce que j'ai misé sur cette personne puisse générer du chiffre d'affaires derrière. Donc oui, bien sûr. Donc la contrainte de temps, elle est forte. Mais c'est pas parce qu'elle est forte qu'il faut laisser tomber. C'est parce qu'elle est forte qu'il faut hybrider les solutions. C'est-à-dire un peu de formation présentielle, un peu de formation distancielle, des formations en binôme, du support vidéo, du support papier, et de la répétition sous tout un tas de petites formes, de petits modules qui puissent être accessibles facilement. Donc que ce soit à l'écrit ou que ce soit en vidéo, parce que ça va venir soutenir. Et puis en interne, par exemple, un chef d'atelier qui a un groupe de mécaniciens, souvent le chef d'atelier est un super expert, très très souvent, eh bien, comment lui va venir redire les choses, sachant ce qu'ils ont vu en formation le mois dernier, comment il va revenir pointer certains sujets à un moment donné, parce que l'occasion se présente. Il a la machine qui va bien, qui est en train de rentrer, il a une demande d'un client qui est là-dessus, eh bien, il va devoir accorder un petit peu plus de temps à ce tech-là, à ce moment-là, sur ce sujet-là, parce qu'il a dans sa tête et dans son organisation le plan de formation et l'évolution des compétences. Alors ça vient déjà recharger. Quand je prends l'exemple de chef d'atelier, hein, c'est déjà celui qui est déjà peut-être le plus chargé dans l'entreprise en termes de SAV. C'est souvent le mouton à 12 pattes, on en a déjà parlé. Mais c'est comment ça s'inscrit dans son job. Donc ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qu'on va lui enlever aussi pour qu'il puisse faire ça. Hein, il ne s'agit pas de surcharger les personnes déjà chargées. Donc quand je dis ça, il faut toujours avoir ça en tête. Hein. Quand on ajoute quelque chose à quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'on lui enlève, qu'est-ce qui est fait par quelqu'un d'autre. Mais à condition que la formation soit un sujet central et pas un sujet annexe. Eh ben, ouais. J'allais te poser la question, tu vois, la répétition, comment tu la gères? Ouais. Et encore une fois, ça a du sens et j'avais pensé aussi à plusieurs formats. Et ce que je voudrais pointer, peut-être pour, c'est pratiquement la conclusion, c'est que tout ce qui touche à la formation, c'est quand même un domaine d'expertise que finalement, encore plus aujourd'hui, beaucoup de personnes s'approprient sans savoir le faire. Ouais. Moi, le premier, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai fait des e-learning moi-même. C'était vraiment imbuvable et encore, c'était pas les pires qu'on ait vus. Mais tout ça pour dire que on a toujours ce problème en tout cas le matériel agricole, c'est qu'on a une technique qu'on retrouve ailleurs, hein, mais que peu de gens externes vont avoir ou alors vont mettre longtemps à obtenir. Donc on prend les techniciens qui veulent bien faire de la formation, ils savent pas ce que c'est, ils la font comme ils peuvent. Il y a des mecs qui vont te faire des super PowerPoint magnifiquement faits, mais très légers, où la connaissance elle passe bien. Il y en a d'autres, ils vont te bourrer ça de texte. Le mauvais signe, c'est quand ça devient le classeur technique qu'on a dans les camions. Moi, je trouve que si ta formation technique elle est dans ton camion, c'est que t'as foiré quelque chose. Il y en a, ils vont hurler en disant bah non justement, mais c'est que ça se substitue à un document qui existe. Enfin, le problème aussi qu'on a dans le secteur, je connais pas assez les autres, mais c'est que c'est un métier quoi la formation et que faut pas le faire n'importe comment. Faut aussi former nos équipes justement à faire de la formation, à faire. On parle d'e-learning, c'est vraiment un savoir-faire et moi je m'en rappellerai toujours. J'avais un alternant qui faisait des études sur les e-learning, il avait appelé des constructeurs. Il y a un mec qui lui a dit bah oui nous on a des e-learning et le gosse lui dit bah c'est quoi ton e-learning? Bah c'est un document Word qui est sur un drive. Ah bon, d'accord, ok. Donc ça, en effet, c'était un e-learning, apprentissage en ligne. Nous, un e-learning, pour nous, c'était un truc sur lequel tu te connectais, qui était interactif, qui t'emmenait d'un point A à un point B, quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un savoir-faire qu'on prend à la légère et qu'on estime, que chacun estime à son propre jugement faire correctement, quoi. Ce qui est parfois est totalement faux, ce qui est des fois, moi j'en ai vu des formateurs, je buvais leurs paroles pendant 4 jours alors qu'on en parlait plein la tronche et j'étais là, wow, quel talent inné quoi. Alors c'est pas inné, c'est appris. Hein. Être formateur, ça s'apprend. Donc quand je forme des techniciens à devenir formateurs ou que je construis des modules de e-learning, faut l'avoir fait avec quelques entreprises.
Le travail que je fais, c'est que je pars de leur expertise, de leur savoir-faire, de là où ils sont très très bons, et je leur montre comment on construit en fait un escalier pédagogique, comment on décompose ce qu'on sait pour que les autres puissent l'absorber. Et ça, c'est un savoir, il faut l'apprendre, c'est un métier. Et après, évidemment, comment on anime une formation, comment on gère un groupe, tout ça, ça fait partie des savoirs qu'il faut acquérir et qui sont absolument pas instinctifs. Ok, c'est pas parce que je suis très bon techniquement et que je passe bien auprès du client que ça y est, je vais devenir un super formateur. Non, il faut accompagner aussi les formateurs en interne. Quand on veut qu'ils montent, il faut simplement les former eux aussi. Et là aussi, c'est un investissement intéressant parce que une fois qu'ils deviennent vraiment formateurs, ils vont être capables de transmettre de la bonne manière, avec la bonne intensité, et ils vont devenir de super partenaires à la fois du SAV et à la fois des RH pour co-construire des logiques de montée en compétences, parce que une fois qu'ils ont appris à faire, ils le développent. Donc la formation, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, je dirais, et qu'il faut intégrer vraiment de façon stratégique. Ça doit monter au niveau stratégique. Alors, le SAV doit monter au niveau stratégique et la formation dans le SAV doit monter au niveau stratégique. C'est ça. Et on pourrait continuer sur un autre épisode sur les moyens qu'on donne aux gens qui font de la formation. Encore une fois, tu parlais d'un investissement, et souvent c'est vu comme un coût qu'il faut absorber quelque part et qui embête tout le monde, les gens qu'on forme comme les gens qui forment, c'est-à-dire le constructeur ou même le concessionnaire. C'est vu comme une contrainte, et je trouve que ça pose aussi beaucoup de problèmes dans énormément d'entreprises où ah oui, c'est vrai qu'il y a encore ça qu'il faut rentrer, ça rapporte pas d'argent, ça nous coûte que de l'argent, non, on veut pas faire de bâtiment, machin, etc., etc. Il suffit de le voir comme un investissement et on va mettre en place tout ce qu'il faut parce qu'on sait gérer dans les entreprises les investissements. Donc, si on positionne la formation comme un investissement, là, ça commence à s'éclairer différemment et le pilotage de la formation peut être différent. Et je trouve, on revient souvent après j'arrête, hein, mais c'est toujours, c'est comme le nombre d'appels au SAV qu'on mesure pas, on en parlait il y a pas longtemps, le temps perdu qu'on ne mesure pas alors qu'il nous coûte beaucoup d'argent. La formation mal faite ou pas faite coûte énormément d'argent, mais comme c'est pas mesuré, c'est pas vu, pas pris, il y a pas de problème. Mais on sait quand même que ça coûte, donc on cherche à minimiser le coût. Voilà. Donc, et c'est là où ça se mord la queue et on n'en sort pas. C'est que bien sûr que ça coûte, mais comme tout investissement coûte. Mais il rapporte. Si on le pilote, il rapporte. Comme un loyer, chaque mois ça tombe. Ding. Allez, merci de votre écoute. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.